réponses à deux voix scande ce livre conduit par deux coachs professionnels. Les réponses sont riches, documentées, passionnantes et culminent dans le vœu d'une convergence universelle des humanismes d'Orient et d'Occident, des sagesses d'Orient et de maïeutique occidentale. On apprend beaucoup dans ce livre d'entretien, que j'ai lu personnellement avec beaucoup d'intérêt, malgré mon ignorance crasse en matière de psychologie clinique. J'ai pu prendre ainsi la mesure de l'inventivité conceptuelle et lexicale du coach. Je ne savais pas, par exemple, ce qu'est l'hypralia, l'intensité de présence attentive dépouillée d'intentionnalité latente. Bref, trêve d'ironie, ce livre m'a permis d'en apprendre beaucoup sur le coaching, ses exigences, ses règles déontologiques, sur ses nombreuses sources d'inspiration spirituelle, et accessoirement, de goûter aux confidences inédites de mon ami, sur, entre autres, son rapport au féminin, son engagement dans le siècle en tant qu'entrepreneur culturel, son intérêt pour le taoïsme et la Bhagavad Gita, son entrée dans la voie, et surtout, sa relation à son défunt maître, Sidi Hamza, qui a été aussi intense et en mode le plus souvent subtil, le même. Voilà, j'en ai fini, merci de votre attention. Alors, la question qui brûle les lèvres, Mohsin, c'est est-ce que ce livre, l'idée de ce livre aurait été possible si tu n'avais été toi-même engagé dans une voie soufie? Si. En fait, je ne suis pas formellement engagé dans une voie soufie. Dans ce sens où je n'ai pas de relation de maître à disciple. Par contre, la genèse de ce livre est une très belle histoire qu'on peut inscrire dans les annales des histoires soufis. Tout au long de cet ouvrage-là, de ce travail qui a duré 7 ans quand même, plein d'histoires, plein de belles histoires, plein de jolis contes. Alors, l'histoire est la suivante. Je me suis orienté vers le coaching en 2004-2005, j'ai découvert tout ça, et puis je me suis posé une question. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? De quelque chose qui nous vient du monde du sport, qui nous vient du monde d'entreprise, qui nous vient du surcroît des États-Unis après avoir transité par l'Europe. Qu'est-ce que ça nous... En quoi ça peut nous parler à nous autres ressortissants de pays de culture arabo-musulmane? Et mes premiers travaux de recherche, c'était coaching et culture arabo-musulmane. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû faire la part des choses et éviter les écueils classiques que nous avons eus pendant des siècles malheureusement face à tout ce qui vient du dehors. Soit on dit c'est haram, on ne prend pas, soit on dit ces gens-là ils n'ont rien inventé, tout était chez nous. Et l'idée c'était de dire comment dans notre culture nous pouvons nous approprier cette discipline, l'enrichir et la transmettre. Tout simplement, tout humblement, comme font toutes les autres cultures. Et là, j'ai conçu un projet de livre en 2006. Je vous prie de faire attention aux dates parce qu'elles sont très importantes dans cette histoire-là que je suis en train de vous raconter. 2006, je conçois un livre. À l'époque, le titre c'était Le coach et les soufis. Je contacte Sefozi, que je connais depuis. Micro. Et je lui parle de mon projet. Je dis, est-ce que ça te va d'être dans ce projet-là? Il dit, écoute, moi je ne connais pas grand-chose de coaching, mais je suis moteur des choses, je suis partant. Mais le fait est qu'en 2006, j'avais un titre, j'avais un sommaire, très sommaire, et quelques idées. Et puis je me suis engagé dans la voie du coaching. Je me suis mis à pratiquer, à travailler, le projet était là, et puis un beau jour, j'aurai du temps. 2008, c'est important, je fais la connaissance de Christian Leclerc. 2010, Christian Leclerc me dit, écoute, j'ai une amie qui est coach, qui vit en Belgique, à Bruxelles, qui sera de passage au Maroc lors du Festival des cultures soufis. Si tu es à Fès, ce serait bien que vous voyiez. Et donc, on prend rendez-vous un 13 juin 2010, donc 4 ans après l'idée du livre. Et on rencontre Patricia, il y a Elma, c'est ma femme, on discute, on prend un café. Et à un moment, elle me dit, Monsieur Aïe, je viens vous voir parce que j'ai un projet et je voudrais savoir si vous pouvez m'aider. Bien, c'est quoi votre projet?
je veux écrire un livre sur le coaching et le soufisme. Bien, il est comment fait ce livre? Livre d'entretien entre un coach et un soufisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginez dans quel désarroi j'étais. Et j'ai dit, madame, avant de vous répondre, je vais juste, non pas vous poser une question, mais vérifier une chose avec vous. Elle me dit quoi? Il dit, vous avez bien contacté Seyfouzi Sqali? Et c'était vrai, elle avait contacté. Voilà l'histoire de ce livre. Un projet né en 2006 chez moi, en 2008-2009 chez Patricia, en deux personnes qui ne se connaissaient pas, qui vivaient à 3000 km l'un de l'autre. Donc il y a de la synchronicité. Il y a de la synchronicité, on va aller chercher maintenant du côté de la synchronicité et du kairos des Grecs. Ce temps, parce que à cet instant où quand j'ai dit Fouzi Sqali, on a vérifié effectivement, elle avait quand même contacté Fouzi avant, nous savions que le livre allait se faire. Quand, comment, à quel... Mais nous savions, moi-même, je savais que ce projet qui dormait dans mes tiroirs depuis 2006 a reçu l'Aden, l'autorisation. Et ça me rappelle à un personnage que j'ai connu très jeune, qui s'appelait Sid Hadi Hagar, qui était un soufi, mais nous, les petits, nous l'appelions Mjdoub. Fofolle, excentrique. Ce monsieur a accompagné mon enfance, parce qu'il venait à la maison et tout ça. Jamais de sa vie, il ne rentrait chez nous sans que la joie advienne. La joie advenait avec ce monsieur à la maison. Et elle restait longtemps chez nous après son départ. Et ce monsieur, quand il voulait partir, c'était à la seconde près, ça pouvait être au plein milieu du repas, il se levait et il partait. On est ici, lundi, reste avec nous. Nous, ça nous fait plaisir. Et il nous disait, l'Aden Khrej. Je ne sais pas si lui-même faisait la correspondance intellectuelle entre l'Aden, la synchronicité ou le Kairos, mais le fait est que quand il Hadi recevait l'Aden, il allait faire ce qu'il avait à faire. Voilà, sinon je peux continuer à raconter l'histoire. Alors, Fouzi, quand on t'a proposé ce livre, est-ce que tu as eu, il y a eu des résistances ou tu as tout de suite adhéré? Comment ça s'est passé? Enfin, je viens de me rendre compte que j'ai adhéré 2 fois de suite d'une façon indépendante, ce qui finalement, encore une fois, est une façon de jeter une bouteille à la mer, puisque l'idée était là, mais après, évidemment, il fallait lui laisser le temps de mûrir. Et le temps, on l'a eu, c'est ça qui est extraordinaire dans cette aventure, c'est que personne n'était pressé. Puisqu'il est très rare d'écrire un livre finalement depuis sur 11 ans, 12 ans, n'est-ce pas, hein? Un petit livre. Mais c'était comme ça, c'est-à-dire que de temps en temps on se rencontrait à Casablanca, à un autre moment on se rencontrait à Paris, à un troisième moment à Bruxelles, selon les circonstances et le fait que l'on pouvait se trouver ensemble à un moment donné en tel lieu. Et je crois que ça a été quelque chose de très intéressant en soi. C'était une gestation qui a été bénéfique. Puisque finalement c'était un retour vers ce que l'on fait. Et si on devait donner une définition, entre guillemets, à toute forme de spiritualité, et on verra dans quelle mesure le coaching pourrait être une forme, peut-être, de spiritualité, mais ça peut être le sujet de nos échanges, c'est cette capacité de retour vers soi, hein, de pause et de peut-être avoir cette réflexion du regard vers l'intérieur, que l'on appelle communément aussi la méditation, d'une certaine façon, c'est la prise de conscience de soi. Et ça peut se faire comme ça par une pratique, mais ça peut se faire aussi sur la réflexion d'un chemin, d'un cheminement. Et c'est ce qui s'est passé, puisque nous avons eu la chance d'avoir avec nous des personnes qui avaient
acuité, qui avait cette attention de ce livre Prada dont je viens de parler, que je trouvais tout à fait passionnant, fascinant comme définition. C'est un peu cela, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... On laissait venir, on laissait mûrir, on laissait s'exprimer, et voilà, et donc les choses se sont faites. Alors je dois avouer que, après coup, alors qu'à différents moments de lecture de cela, ça avait l'air de ne ressembler à rien. Hein, c'était informe, ça prenait, même au niveau d'écriture, c'était absolument illisible. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on a bien pu vouloir dire oralement pour que ça soit transcrit d'une façon aussi incompréhensible. On avait honte de soi, on se disait, c'est pas possible, déjà je ne comprends pas moi-même. Et puis finalement, tout ça était en train de prendre forme. Mais bon, alors c'est vrai que là, il y a quelque chose. Bon, c'est certes, il y a encore peut-être, le travail n'a pas de toute façon d'ambition véritablement littéraire, ce n'est pas le but. Mais enfin, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose qui arrive à point et que l'on peut partager. Et on va voir dans quel sens. Mais à propos de... Je m'arrête là parce que je te laissais prendre la parole, mais je dirais quelque chose à propos de cette personnalité excentrique, Majdoub et du rôle qu'ils peuvent jouer dans une forme d'enseignement, si je peux dire, par la présence simplement et pas simplement par la parole. Mon cher ami. Oui. Est-ce que vous étiez tous réunis au moment des entretiens, ou bien c'est des entretiens, disons, distincts, une fois avec Fawzi, une fois avec Christian Etienne? Comment ça se passait, ou quelquefois même par écrit? Oui. Alors il y a eu de tout. Il y a eu des prises de contact à 3, à 2, à 4. Mais je me rappelle, je dis Fawzi, que le coup de départ c'était une rencontre à 3. Patricia, Fawzi et moi, à Rabat, rue de la Source, ça s'appelait. Rue de la Source. Et puis, le coup d'envoi, là où on a commencé à travailler, à enregistrer, à mettre le cadre d'abord de ce que nous allons faire, c'était à Paris pendant 2 jours, je pense. Et après, il y a eu des rencontres. Patricia, Fawzi, Christian, moi, Fawzi et moi à Fès, ça, si ça vient aussi, en parlerai, c'était un moment de grâce dans ces présences-là. Et je bouclais parce que si Dani Hagar Gros. et il avait aussi une autre il disait la grâce est là. Et ce travail, pour ma part, m'a apporté beaucoup, aussi bien au niveau personnel et humain qu'au niveau professionnel, au niveau de ma pratique quotidienne du coaching. Il m'a apporté des éclairages qu'on ne trouve pas dans les formations, dans les livres de coaching, ça. Des éclairages autres venus de cet échange, de ce partage, de cette alchimie qui s'est installée au sein du groupe. Et puis il y a aussi eu de l'écrit, bien entendu, et il y a eu tout le travail du passage, c'est ce à quoi faisait allusion aussi tout à l'heure, de l'oral à l'écrit, et c'est pas évident, mais c'est très captivant du point de vue intellectuel. Remettre sous forme écrite qui a été uniquement prononcé. Alors, Wassine, en quoi ta connaissance de la spiritualité musulmane, peut-être pour les autres spiritualités, a nourri ta pratique de coach, pardon? Le coaching est un accompagnement qui vise la mise en action dans un projet. On peut garder cette définition. La mise en action de la personne coachée par rapport à un projet qu'elle a. D'accord. Et en début de pratique, en début de carrière, j'allais dire, nous avons, pour les coachs, une espèce de sensibilité particulière à ce qu'on appelle l'atteinte des objectifs. Il y a des standards, on discute avec la personne, elle détermine un objectif, les collègues coachs qui sont là vont très bien comprendre. On va aider la personne à établir des indicateurs de suivi de l'objectif, et puis parfois même on peut s'amuser à avoir un tableau avec nous. Et le risque que peut courir, le grand risque que peut courir le coach,
c'est justement de courir après le projet, l'objectif, de courir après le résultat, d'être à l'affût vraiment avec tous ces détecteurs allumés. Est-ce que mon coaché avance ou pas? Et autrement dit, est-ce que moi je fais du bon travail ou pas? Est-ce que je suis un bon coach? Eh bien, tout ça a disparu. Tout cela a disparu et j'ai appris, je le savais théoriquement, attention, dans l'enseignement, tout ça, et là, la littérature de coaching, la catégorie, là, ici même, on va trouver une centaine de livres sur le coaching, dont 60% c'est du copier-coller. Mais bon, tout ça est connu théoriquement, mais pour le transmettre dans la pratique, juste se poser là, être totalement présent dans cette hypradia, cette intensité de présence attentive, dénuée de toute intentionnalité et d'attente. Je n'attends rien. Je suis juste là à être avec, à être pour. Ça a apporté énormément d'élagage. Et ça a vraiment, ça m'a dépouillé de toute prétention professionnelle. Je n'ai qu'à être là. Et sur le ton de l'anecdote, de la blague, je veux dire, dans mes enseignements, les coachs que je forme, je dis, écoutez, grosso modo, pendant une séance de coaching, le coach devrait parler 15 à 20% du temps. Si on veut donner des ratios, je vais pas rapprocher l'idée. Alors je dis, mesdames et messieurs, prenez conscience qu'on vous paye une fois 20% pour parler et 80% pour vous taire. Donc plus vous vous taisez, plus vous gagnerez de l'argent. Si on veut, allez, juste être à l'autre, même pas avec les pour, être à l'autre. Être là dans cet accueil, dénué de tout. Voilà ce que c'est une espèce de dépouillement de la pratique. Excusez-moi, mais allez dans ce sens. C'est quelque chose qu'il faudrait creuser pour d'autres échanges. C'est le rapport entre la spiritualité et l'humour. L'humour et la spiritualité. Il y a une personnalité comme ça qui est tout à fait atypique, qui est un peu mujdoub, un peu sage, un peu totalement, qui semble totalement imbécile, n'est-ce pas, qui s'appelle, qu'on retrouve beaucoup dans les histoires des soufis, particulièrement de l'Asie centrale, de la Turquie, enfin de tous ces pays-là, dont on a eu aussi quelques influences à travers nos histoires, de Juha, chez nous, et ainsi de suite, pour certains d'entre eux, et qu'on appelle Nasruddin Hujja. Nasruddin Hujja. Il y a des livres qui s'intitulent Les idioties de Nasruddin Hujja, n'est-ce pas? Et en l'occurrence, pour prendre un petit exemple, Nasruddin était, paraît-il, avait eu pour une raison inconnue la réputation comme quoi c'était un grand savant alors qu'il n'en était absolument rien. N'est-ce pas? Il allait secourir, ça l'arrangeait, c'est très bien, les gens venaient lui présenter leurs hommages et ainsi de suite. Et un jour, il passait auprès d'un village un peu éloigné, et puis ils ont entendu que le grand érudit Nasruddin Hujja était de passage. Et donc, on lui a fait une haie, on l'a accueilli avec de grandes pompes, avec, voilà, donc, et finalement, donc, il est arrivé, il était un peu gêné parce qu'il n'avait pas très bien ce qui allait se passer, mais enfin bref, une fois arrivé, on l'a mis sur la chaire du prêche, et puis on lui a dit, fais-nous un discours. Il était très ennuyé parce que là, c'était pas du tout ce qu'il prévoyait faire, et donc il a bien regardé, il leur a dit, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je commence déjà à dire ce qu'il allait dire. Est-ce que vous savez ce que je vais vous dire? Et tout le monde dit non. Il dit, je ne vais pas parler à un bon pignard qui ne savait même pas ce que je vais dire. C'est pas possible. Non, mais après, il est en colère, il descend. Après, on le rattrape avec force. Gesticulation, on essaye de le calmer, de lui dire que vous savez, nous sommes des pauvres villageois, nous sommes ignorants, il ne faut pas nous en vouloir. Donc on le ramène, on le remet à nouveau sur la chair, bien malgré lui d'ailleurs, et puis là il est en face de tout le monde, et puis il leur dit, est-ce que vous savez ce que je veux vous dire? Alors évidemment ils ont pris la leçon, et tout le monde dit oui, alors il dit si vous le savez, on ne se fait même pas la tête, vous le dites.
c'est vraiment pas la peine de vous dire. Vous voyez sur le petit tiré comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Donc on le reprend à nouveau, on s'excuse platement, on le remet sur la chaîne, tout le reste. Et puis, donc là, c'est la troisième fois, j'espère vraiment qu'il va enfin pouvoir les enseigner, puisqu'ils attendent que cela. Et puis la première fois, il leur dit, est-ce que vous savez ce que je vous dis? Et il s'était organisé entre-temps. Et il y a une partie qui dit oui, et une partie qui dit non. Et puis il dit, que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas. Vous savez, c'est la maïeutique, par excellence. Je ne peux pas vous donner de commentaires, je laisse la chose enveloppée et la laisser à votre méditation. Alors justement, merci, puisque la maïeutique, c'est comment dire, l'essence même du coaching, et que les coachs se réclament beaucoup de Socrate. Moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'abusif à se réclamer de Socrate? Est-ce que Socrate ne cherche pas à former des gens, des managers ou des entrepreneurs, ou ne se fixe pas d'objectif? Son but est d'amener les gens à se connaître eux-mêmes, simplement. En plus, Socrate était un méchant. En plus, pas un méchant, il est ironique. L'ironie est un méchant dans ce sens où il attaquait, il déconstruisait la personne, et puis on a beaucoup d'interlocuteurs de Socrate qui sont carrément tombés dans les pommes. Sauf que Socrate les coachs se sont inventés un sympathisant qui dit le fondement du coaching est socratique, alors que le fondement de la thérapie est hippocratique. Voilà le grand distinguo. Bien. Socrate s'était élire, choisi, c'est le patron de tous les coachs du monde, parce que le coaching dans le monde, on n'en parle pas. On n'en parlait pas il y a 50 ans, même dans les pays les plus avancés, les États-Unis et le Canada, il y a 50 ans, on n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que justement, ils ne savaient pas pour l'autre. Ils ne savaient pas à la place de l'autre. Socrate était le maître de la question, mais pas la question banale. Socrate a été qualifié de torpille. La question déstabilisante. La question puissante. C'est dans le langage de l'ICF. La question qui elle-même questionne. La question laser. Et le métier de coach, c'est ne pas apporter de réponse. C'est juste aller de question en question. Et aller puiser la question là où l'on ne sait pas nous-mêmes. Nous ne nous posons pas des questions comme celle du maître d'école qui est logique. 1 plus 1, ça fait combien? C'est normal, il est dans une logique d'apprentissage. Le coach va poser une question à laquelle il n'a lui-même aucune réponse. Sinon, il est dans une autre démarche que le coaching. Il n'est pas là pour coincer la personne accompagnée, ce qui n'est pas le cas de Socrate. Mais Socrate reste ce questionneur éternel. Et c'est pour cela que, effectivement, l'herméneutique est intéressante. Et à la limite, la réponse du coach, d'où le travail de dépouillement de l'hypradèque, ça, la réponse du coaché, peut ne pas me convenir, moi, en tant que coach. So what, diraient mes collègues anglophones. Parce que ce n'est pas ma réponse, c'est la sienne. Je n'ai pas à la passer dans une grille quelconque pour lui dire monsieur, madame, sur cette question, vous avez 15 sur 20. Non, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est juste lui faire vérifier par lui-même, par elle-même, que c'est sa réponse du moment, dans son contexte, dans sa personne, dans son mode de fonctionnement. Et là, Socrate est d'un grand secours, puisqu'il ne prétend rien non plus. Il n'apporte rien à Socrate. Et il s'est défendu jusqu'à la fin de sa vie de dire, moi je ne suis pas formateur, je ne suis pas enseignant. Je ne fais que poser des questions. À la limite, comment il appelle ça? L'enquête. Je vais faire des enquêtes. Oui. De ce que les gens portent eux-mêmes, un accoucheur de l'âme. De ce que les gens portent eux-mêmes. Et cette parabole avec l'accoucheuse est extraordinaire. La sage-femme, elle est là, elle n'a rien à voir avec le bébé. C'est pas elle qui l'a fait, c'est le mari et sa femme, c'est le couple qui a fait le bébé. Elle est là pour faciliter. Alors, limite du coaching, beaucoup d'accouchements peuvent très bien se faire sans sage-femme.
Ce n'est pas un sacerdoce. Il n'y a aucune obligation. Et tout le monde n'est pas coachable tout le temps. Attention. C'est un produit à consommer avec beaucoup de modération. Tout le monde au coaching, ça ne va pas. Et les vieux, et les jeunes, et les ados, et les moins ados, et les coachings à la pré-maternelle, ça ne marche pas. Il faut que ça réponde à un besoin réel. Et le coach professionnel va vérifier si réellement il y a un besoin, si réellement il y a une demande. Sinon, on ne va pas courir derrière les gens, venez vous coacher, s'il vous plaît, ça peut vous rapporter des gros. Pour faire le parallèle, puisque précisément là on est en train de parler de deux choses avec Maxime, pour reprendre un petit peu le type de dialogue que nous avons à travers ce livre, ce que précisément, pour être un petit peu plus explicite dans l'histoire que je vous ai racontée à l'instant, ce que dit Nasruddin, ce que la partie qui en nous sait, c'est celle qui va dire à sa partie qui en nous ne sait pas. Hein? C'est-à-dire que le vrai savoir, c'est, comme l'anamnèse platonicienne, c'est le fait de se rappeler ce que l'on sait déjà, de prendre conscience de ce que l'on sait déjà. Et c'est la réminiscence de l'anamnèse, et donc cette approche-là qui accouche de ce savoir, de cette connaissance qui est au cœur de notre être le plus profond, mais dont nous n'avons pas conscience, et tout le travail spirituel est un travail d'éveil, comme on fait, éveiller cette connaissance endormie dans notre mémoire la plus profonde. Et donc il y a là ce type de parallèle, par exemple, que l'on vient de voir, et parce qu'il y a véritablement évidemment une parenté, sans pour autant, encore une fois, qu'une chose soit réductible à l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est que garder un petit peu l'approche propre de chacune des approches, mais pour autant voir comment elles peuvent entrer en résonance. Mais je crois que cette question, par exemple, de la quête, hein, c'est-à-dire la quête, dans tous les récits symboliques du monde, soit dans toutes les traditions, tout commence par une grande quête, hein, qui est la quête de toute humanité. C'est-à-dire aller chercher la toison d'or, aller chercher le vaisseau sacré, aller chercher du Graal, et ainsi de suite. Donc on a dans toutes nos traditions l'idée qu'il y a quelque chose, un sens ultime à trouver. Et c'est cela peut-être qui a fait que les choses ont fonctionné plus que ça n'aurait pu être dans d'autres cas éventuellement. C'est qu'il y a quand même chez notre ami Étienne et dans l'approche qui est la vôtre, un peu cette idée de coaching existentiel. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est une quête de sens. Hein, c'est la quête de sens. Et je crois que déjà positionner le travail que l'on entreprend par rapport au fait de ne pas être simplement en train de réaliser des objectifs intermédiaires, mais qu'il y a d'abord une finalité de sens. Et cette finalité de sens, lorsque on en parle d'un point de vue spirituel, évidemment, ça veut dire que le monde n'est pas absurde. Ça veut dire qu'il y a un sens profond, ultime, total, qui est le sens divin des choses. Et que ce sens-là, après, on s'en rapproche plus ou moins, on s'en éloigne quelquefois, mais on tourne autour, un petit peu comme Majnun autour de la maison de Layla, n'est-ce pas, hein, dans une autre forme de symbolisme. On tourne autour de ce sens en permanence.